Bien, merci à chacune et chacun pour votre présence à l'occasion de la présentation du projet de la liste que conduit François-Xavier Bellamy, liste qui est soutenue tout à la fois par les républicains et par les centristes. Et je salue leur président Hervé Morin. Merci à Hervé, c'est important aussi de le souligner, d'avoir souhaité maintenir cette alliance historique entre la droite et le centre. Je crois que c'est important que nous gardions cette double racine qui a fait ce que nous sommes et qui, je crois, a permis d'écrire ensemble quelques-unes des plus belles avancées de notre histoire contemporaine dans la Ve République. Alors nous abordons la dernière ligne droite de cette campagne des élections européennes. Et je veux d'abord saluer le parcours extraordinairement courageux de François-Xavier Bellamy. Il livre une campagne des idées, des convictions, de la responsabilité, une campagne sérieuse, une campagne qui parle à la raison et pas aux émotions, une campagne qui propose des solutions et qui ne se contente pas de slogans, une campagne qui fuit les artifices et les grosses ficelles du duo de communication que certains veulent installer en permanence pour confisquer le débat démocratique. Nous, ce que nous voulons, c'est justement que les Français mesurent les enjeux pour la France, les enjeux pour l'Europe, et qu'ils puissent juger sur des propositions concrètes, pragmatiques, responsables, étayées, chiffrées, travaillées. Je crois que c'est d'abord la marque de fabrique de notre candidat, et il a démontré depuis 2019 au Parlement européen un travail permanent, un travail rigoureux, un travail sérieux. Il a fait honneur à la délégation parlementaire française au sein du PPE. Il a porté des grands projets. Il a fait bouger les lignes, notamment sur le marché européen de l'énergie ou sur la question de la voix et de la crédibilité française en Europe. Il s'est opposé aux théories folles de la décroissance qu'a porté M. Macron et ses amis, qui ont porté M. Macron et ses amis à Bruxelles. Et c'est dans le même état d'esprit, fort de ce bilan, que nous proposons aujourd'hui ce projet que François-Xavier dévoilera, mais c'est un projet qui est, je le dis, responsable et sérieux. C'est un projet qui a été bâti par une équipe à laquelle nous avons tous apporté notre contribution, sous l'autorité d'Emmanuelle Mignon, que je remercie, qui est vice-présidente en charge des études et du projet, qui a animé une équipe d'experts, de responsables, qui nous ont accompagnés, guidés, qui ont apporté leur pierre à cet édifice que nous avons l'honneur aujourd'hui, avec notre secrétaire général, de vous présenter, en saluant à nos côtés Vincent Jeanbrun, le maire de La Haye-les-Roses, qui clôturera cette liste. C'est aussi un symbole pour nous, et je le dis avec encore plus de force dans ces moments tragiques que vit notre pays après l'assassinat ce matin de 3 agents pénitentiaires. Je vous le disais il y a quelques secondes, cet assassinat que nous condamnons avec la plus extrême fermeté, avec émotion et colère, émotion pour les victimes, colère pour un acte qui traduit une escalade dans la violence que subit notre pays. Cette violence, Vincent Jeanbrun en a été victime, je dirais presque dans sa chair, en tout cas dans celle de sa famille, de son épouse. Il incarne le courage de ces mères qui ne cèdent pas un millimètre de terrain à la violence. Il incarne cette voie aussi du redressement, du retour de l'autorité dans nos villes, dans nos quartiers. Je crois que sa présence, et je l'en remercie, en dernière position de notre liste, est aussi ce symbole que nous avons voulu porter, celui du rassemblement, celui du renouvellement, celui de l'enracinement, et ces valeurs
se retrouve aussi dans le projet que nous avons l'honneur aujourd'hui de vous présenter. Un enjeu majeur, je le dis, maîtriser notre destin, c'est une ambition, c'est une volonté, c'est un chemin. Ce chemin, nous l'empruntons tous ensemble avec nos valeurs, avec nos convictions, sans concéder sur nos idées, sans concéder sur nos valeurs. Nous sommes dans cette campagne à l'aise avec nos convictions. Nous ne jouons pas un rôle, nous ne jouons pas un scénario, nous sommes constants. Je crois que là aussi, et ce projet le traduit dans cette campagne. Il y a ceux qui changent, il y a ceux qui varient, il y a ceux qui nous amènent dans des aventures fédéralistes, il y a ceux qui risquent de nous isoler en Europe, de nous éloigner de cet idéal européen auquel nous adhérons, auquel nous croyons. Et tout cela, eh bien, nous conduit à porter des idées fortes avec des enjeux importants qui nous réunissent. Ce projet, je laisserai la parole à François-Xavier pour l'étayer, pour le développer, mais il s'articule autour de 6 grandes ambitions, de 6 lignes directrices majeures: la souveraineté économique, le réarmement indispensable de l'Europe, là où les menaces n'ont jamais été aussi fortes, la souveraineté alimentaire, notamment face aux attaques qu'ont subies nos agriculteurs, le changement et le défi climatique, la maîtrise naturellement de nos frontières et cet indispensable rapprochement que nous devons restaurer entre l'Europe et ses citoyens, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens regardent l'Europe comme une structure technocratique désincarnée. Nous avons besoin de rappeler que l'Europe, c'est tout à la fois une civilisation et c'est aussi une ambition et c'est aussi un idéal. Dans l'ensemble de ces domaines, nous proposons, face au décrochage que la France subit en Europe, une véritable reprise en main. C'est ce chemin que nous vous proposons et nous le faisons avec des idées nouvelles aussi. Je m'attarderai sur une que j'avais portée pendant la campagne des primaires en 2021 et qui touche à la liberté de transmission des Français et des Européens et qui me paraît importante, c'est dire que demain, alors que nous avons besoin d'une plus grande mobilité de l'épargne entre les générations, que nous avons besoin aussi pour nourrir cette croissance qui est en panne en Europe par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, qu'il faut débloquer, dégeler une épargne qui est aujourd'hui dans les mains de personnes qui sont inquiètes de l'avenir ou qui ne peuvent pas transmettre ce patrimoine. Je cite cette mesure parce qu'elle reflète aussi ce à quoi nous croyons, cette idée que les droits de succession qui aujourd'hui pénalisent beaucoup de familles en France et sont une source de blocage, droit de succession, droit de donation, soient débloqués en faisant en sorte que nous alignions le régime français sur le mieux-disant européen, qui est l'Italie, avec une possibilité de transmettre en ligne directe jusqu'à 1 million d'euros. Voilà, je prends cet exemple, il y en a beaucoup d'autres. Il y a ces sujets qui touchent à notre sécurité, notamment celle de nos frontières, qui aujourd'hui ne sont plus suffisamment contrôlées. Il y a l'enjeu d'une indépendance alimentaire, d'une souveraineté. Il y a les défis de la santé. Il y a les défis technologiques et scientifiques qui doivent être au cœur du redressement et du retour d'une souveraineté industrielle très, très forte. Voilà, ce projet, nous le proposons aux Français avec détermination, avec conviction, sans varier, dans la fidélité à des valeurs, celles qui nous ont toujours guidés. Merci de votre écoute, de votre présence, et merci à François-Xavier de le porter avec la conviction
et avec les valeurs que nous lui connaissons et que tout le monde lui reconnaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Éric, et merci à tous de votre présence ici aujourd'hui. C'est un moment important, bien sûr. Nous présentons notre projet pour cette élection européenne, et je crois que ce projet, il est marquant à plusieurs titres. D'abord, il est le résultat d'un très long travail, et il est porté par toute notre famille politique qui est unie aujourd'hui pour défendre la ligne à laquelle nous tenons, unis avec les centristes. Cher Hervé, quelle joie de partager cette campagne avec toi. Les idées que vous nous avez partagées nous ont permis de construire ensemble, ce qui fait aujourd'hui, je crois, un projet fort pour le mandat qui vient. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance à Emmanuel Mignon, qui a coordonné ce travail, à toutes les équipes qui l'entourent, à la direction des études, à tous ceux qui ont fait grandir les idées que nous présentons aujourd'hui, notamment toutes les équipes qui regroupent des professionnels de la société civile, des représentants de tous les secteurs de la vie de la société, qui ont contribué par de très nombreuses rencontres au cours des derniers mois à former le projet que nous vous présentons aujourd'hui. Ce projet, c'est, j'en suis convaincu, celui dont l'Europe a besoin pour se relever. Parce que notre continent tout entier traverse une crise très profonde et le point de départ de notre réflexion, c'est le double décrochage. Décrochage de l'Europe dans le monde, décrochage de la France en Europe. Raison pour laquelle nous présentons systématiquement nos propositions pour l'Europe, mais aussi le regard que nous portons sur la situation de la France au cœur du débat européen. Ce décrochage, c'est celui de l'affaissement de notre capacité de produire ce dont nous avons besoin, sur le plan économique, industriel, sur le plan de l'agriculture et de la pêche. Et je suis ici avec Isabelle Le Callennec, qui est l'une de nos colistières, qui porte la voix de la Bretagne et de l'ouest de la France, qui porte aussi la voix des maires qui savent sur le terrain la difficulté qu'aujourd'hui nous avons à garder la prospérité dont nous avons besoin pour pouvoir maintenir nos services publics essentiels, pour pouvoir garder l'inclusion sociale. Aujourd'hui, l'Europe est en train de décrocher, et la France en particulier, avec 100 milliards d'euros de déficit commercial l'an dernier, la France ne produit plus et elle importe tout ce dont elle a besoin pour sa consommation courante en finançant cette consommation par du déficit public. Décrochage économique, agricole, industriel, décrochage évidemment de notre État, incapable d'assurer son autorité sur ses missions régaliennes. Bien sûr, nous parlons de tout cela dans le contexte que tu rappelais, cher Éric, celui de cette attaque terrible. Et je veux dire à quel point je pense, moi aussi, aux victimes, à leurs familles, à toute l'administration pénitentiaire qui est touchée par ce crime, en espérant que les forces de police et de gendarmerie engagées sur le terrain permettront d'identifier et d'arrêter rapidement les criminels. Cet affaiblissement de nos États se traduit dans notre impuissance à maîtriser nos frontières. C'est, je crois, l'une des grandes crises de l'Europe. Elle n'est pas résolue aujourd'hui et le pacte asile et migration ne l'a pas permis. Nous avons besoin de reconstruire l'autorité de nos États, de reconstruire une politique forte sur les sujets régaliens. Et je suis très heureux de pouvoir compter pour incarner ce combat sur celui qui nous fait le grand honneur de clore cette liste que j'ouvre. Cher Vincent, c'est pour nous tous, c'est pour moi en particulier un honneur de compter sur toi. Tu incarnes cette République qui sait qu'elle doit se reconstruire partout, qui ne veut pas céder le terrain, qui ne veut pas abandonner quelque complaisance que ce soit à ceux qui défient l'ordre démocratique. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce combat européen, c'est aussi une part de cela qui se joue à travers la reconstruction de la capacité d'action de nos États sur le plan régalien. Et puis, bien sûr, décrochage de l'Europe sur le plan de l'innovation, de la recherche, de la capacité à préparer son avenir. C'est à tout cela que nous voulons répondre pour faire en sorte que demain, l'Europe retrouve la confiance des citoyens. Nous avons besoin que l'Europe change de cap. Nous n'avons pas d'abord besoin de dire oui à tout ce qui se fait en Europe, mais besoin de travailler pour obtenir les ruptures dont l'Europe doit absolument engager pour préparer son avenir. C'est la raison pour laquelle, nous l'avons dit depuis le début de ce débat européen, nous souhaitons une alternance à la tête de la Commission européenne. Et je le redis, nous avons décidé que nous exigerions, au début du prochain mandat, une nouvelle présidence de la Commission européenne pour engager un nouveau mandat sur d'autres bases politiques que celles menées pendant 5 ans par la Commission d'Ursula von der Leyen, nommée par Emmanuel Macron, et qui aura mené très largement une politique de fragilisation de notre continent
et de notre Union européenne. Nous n'avons pas la même réponse qu'Emmanuel Macron au défi de l'Europe. Et si nous regardons le discours de la Sorbonne, le discours d'Athènes, nous voyons qu'aujourd'hui le bilan est très éloigné de ce que nous décrivait le président de la République. Que l'Europe soit menacée, c'est une certitude, mais elle ne s'en sortira pas si nous exportons vers Bruxelles ce que nous savons faire de pire à Paris, des emprunts et des impôts. Parce que c'est cela, les grandes annonces du deuxième discours de la Sorbonne. Ce que nous propose Emmanuel Macron, c'est un nouvel endettement commun et des impôts européens à travers l'expression de ressources propres. Il n'y a rien d'autre que la création d'une fiscalité qui pèsera évidemment, quoi qu'en dise le président de la République, sur la France et sur les Français. C'est d'ailleurs le premier bilan que nous pouvons tirer de cet emprunt formé pour le plan de relance que nous avions dénoncé parce qu'il n'était pas financé, qu'il ne l'est toujours pas et qu'il va coûter très cher aux politiques structurelles de l'Union européenne, autant qu'à nos États demain, qui, à partir de 2028, vont devoir faire avec la charge de son remboursement. Nous croyons au contraire que l'Europe ne se reconstruira qu'en rendant leur liberté à ceux qui travaillent dans nos pays, ceux qui créent de la valeur, ceux qui créent de l'emploi, ceux qui font vivre nos services publics, ceux qui innovent, ceux qui cherchent. L'Europe doit, et c'est le cœur de notre message, sortir de cette idée selon laquelle son premier pouvoir est de créer de la norme. La première responsabilité de l'Europe, c'est de développer des stratégies collectives. Sortir d'une Europe de la contrainte, du contrôle, de la surveillance, pour entrer dans une Europe des stratégies, entrer dans une Europe des projets, une Europe qui renforce nos États, qui les rende plus souverains et plus maîtres de leur destin. Tout cela se trouve synthétisé dans les propositions que nous formons au sein de ce projet. Je ne vais pas évidemment les détailler toutes parce que ce serait bien trop long, mais vous le verrez, au fond, aujourd'hui, notre préoccupation majeure, c'est de commencer d'abord par définir ces stratégies collectives. En matière migratoire, pour une véritable protection de nos frontières, pour les bras de fer nécessaires avec les pays de départ et les pays de transit, qui permettra d'assumer enfin la tâche de reconduite aux frontières extérieures de l'Europe. Nous ne croyons pas, comme le veut Emmanuel Macron, que la solution soit la relocalisation obligatoire des migrants entrés illégalement dans nos pays sur le sol européen. Nous ne voulons pas gérer l'impuissance de l'Europe, nous voulons mettre fin à cette impuissance, ce qui suppose de protéger nos frontières et d'expulser à chaque fois que c'est nécessaire. Rentrer dans des stratégies collectives pour retrouver la prospérité, en retrouvant une politique agricole qui soutienne nos agriculteurs dans l'acte de production, qui permette de produire pour pouvoir garantir la sécurité alimentaire et donc la souveraineté de nos pays pour demain, soutenir nos agriculteurs, nos pêcheurs, soutenir notre industrie. Nous sommes la force politique qui, au cours de ce mandat, a défendu la filière nucléaire dans les débats difficiles auxquels elle a été confrontée. Nous voulons aujourd'hui un grand plan européen pour investir dans l'énergie nucléaire. Financer les transitions dont nous avons besoin, la transition environnementale et la transition numérique. Financer les investissements majeurs qui attendent l'Europe pour atteindre les niveaux d'engagement dans la recherche et le développement. Tout cela ne se fera pas par plus de dépenses publiques, par plus d'emprunts, par plus de dettes. Tout cela se fera en faisant en sorte que, à travers des produits d'épargne adaptés au XXIe siècle, nous soyons capables de mobiliser l'épargne des Européens pour investir dans l'économie européenne. J'ai échangé encore ce matin avec des entrepreneurs, avec le monde économique qui sait à quel point aujourd'hui les besoins de financement sont immenses. Et il n'y a aucune raison qu'on ait besoin d'investisseurs étrangers, comme le veut le président de la République, pour développer notre économie. Nous devons pouvoir faire en sorte que cette épargne européenne, cette épargne des Européens serve leur propre prospérité, serve le financement de nos propres entreprises. Et c'est, je crois, par là que nous apportons les réponses exigeantes et ambitieuses à cette nouvelle étape de la construction européenne qui doit s'ouvrir devant nous, en faisant en sorte qu'effectivement l'Europe retrouve le chemin de la prospérité. Nous n'avons pas de honte à le dire, c'est la prospérité qui doit guider notre travail en matière économique. Évidemment, faire en sorte que l'Europe serve de levier à la décarbonation des grands producteurs mondiaux. Le problème du climat, nous ne cessons de le répéter, nous sommes les seuls à le dire. Le problème du climat n'est pas dans les émissions produites par les producteurs européens. Le problème du climat, il est dans le fait que 2/3 des émissions mondiales sont en réalité issues de 10 pays qui ne sont pas européens, hormis l'Allemagne qui arrive en dernier d'entre eux. Le vrai sujet pour nous, c'est de faire en sorte que le marché européen serve de levier à la décarbonation des grands producteurs mondiaux. Et pour ça, il faut terminer la construction du mécanisme d'ajustement frontières
du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la barrière écologique que nous avions portée en 2019, elle doit se trouver complétée et ce sera l'un des grands chantiers du mandat qui s'engage. C'est la magnifique espérance de l'Europe qu'à travers notre marché, nous pouvons faire en sorte que le monde sorte du charbon. C'est ça l'urgence écologique. Le vrai problème de l'environnement, il n'est pas dans les cours de ferme des agriculteurs français, il n'est pas dans nos industries qui comptent aujourd'hui sur le point de PIB le plus décarboné d'Europe. Le vrai problème du climat, il est évidemment dans le fait qu'il faut entraîner la production mondiale vers la sortie du charbon. C'est la grande urgence et nous en sommes capables avec le marché européen en défendant simultanément la compétitivité de nos entreprises et la décarbonation du monde. Et puis je termine en disant que aujourd'hui l'Europe doit retrouver le chemin des grands projets en matière géopolitique, parce que nous sommes évidemment confrontés à des défis inédits. Nous voyons le retour de la guerre sur le continent européen. Il nous faut bien sûr, face à cela, donner à nos forces armées nationales les moyens d'agir. Nous proposons de tripler le budget du Fonds européen de défense. Nous proposons que tous les États européens fassent monter leur contribution à l'effort de défense collective pour atteindre 3% du PIB. C'est un défi majeur pour nous. Mais nous savons que ce défi ne sera pas atteint par des spéculations géopolitiques incertaines sur la question de la mutualisation de la dissuasion nucléaire ou bien sur l'envoi de troupes au sol sur le territoire ukrainien. Tout cela se fera par le concret, par l'investissement commun dans notre industrie de défense en particulier. Et là aussi, la France a beaucoup de cartes à jouer, elle a beaucoup à apporter à ce travail européen. Investir dans l'intelligence artificielle, investir dans la recherche et l'innovation, investir dans la santé avec... nos amis centristes et Nathalie Colin-Osterlé en particulier, nous avons mis un point d'attention majeur avec Laurent Castillo, qui lui-même est médecin, qui sur notre liste représentera ces questions, qui préoccupent tous les Français. Vous le voyez, nous voulons que l'Europe sorte de cette spirale du déclin dans laquelle elle semble engagée, et elle en sortira, c'est le cœur de notre message, elle en sortira d'abord en libérant les énergies, en libérant les initiatives, en rendant la capacité d'agir à tous ceux qui travaillent sur son sol. C'est par là que nous retrouverons collectivement la maîtrise de notre destin. Je termine en disant que ce projet, il est important aussi pour une dernière raison. Vous allez entendre au cours des jours qui viennent et des semaines qui viennent beaucoup de listes parler de leur projet. Mais nous sommes, je crois pouvoir le dire ici, la seule formation politique à droite qui soit capable de mettre en œuvre demain ce projet. L'essentiel dans cette élection, c'est ce qui se jouera le 10 juin. Et le 10 juin, avec les Républicains, nous serons les représentants des Français au sein de la première force politique européenne. Le Parti populaire européen auquel nous appartenons sera, selon toute vraisemblance, le premier groupe parlementaire à l'issue de ces élections. Il sera aussi, ne l'oublions pas, le groupe le plus important au Conseil européen. En 2019, 7 États sur 27 étaient gouvernés par la droite européenne. Aujourd'hui, 15 États sur 27 sont gouvernés par le PPE. Ce qui veut dire qu'il y aura autour de la table du Conseil, législateur décisif dans le travail européen, 15 gouvernements PPE issus de notre famille politique. Il y aura à la Commission européenne 15 commissaires issus des rangs de notre formation politique. Nous sommes la seule liste qui peut permettre aux Français de faire demain la décision dans le débat européen. Chacun portera dans cette élection ses projets, mais notre responsabilité singulière, celle de notre famille politique, cher Éric, c'est d'agir, c'est de faire. Nous ne sommes pas rentrés en politique pour faire des déclarations, des slogans. Nous ne sommes pas comme le Rassemblement national dans la contradiction permanente. Le Rassemblement national ne cesse de changer de doctrine sur tous les sujets pour à la fin, de toute façon, faire la politique de la chaise vide. Nous avons l'idée exactement inverse de ce qu'est le travail politique, de ce qu'est le travail européen. Nous savons que l'Europe est un combat de tous les jours qui consiste à peser de l'intérieur des institutions, qui consiste à mener les batailles qui s'imposent pour pouvoir faire bouger les lignes et obtenir des résultats. Et ce projet que nous avons travaillé, nous y avons mis d'autant plus de sérieux, d'autant plus d'engagement, d'autant plus d'exigence, de rigueur, de précision, que nous savons que ce projet sera la base d'une action concrète demain au Parlement européen, une action de tous les jours au sein de la droite européenne, qui sera le moteur du travail européen au cours des années qui viennent. Merci encore d'être venu partager ce moment. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Pardon, excuse-moi, Hervé. C'est Hervé qui conclut. Oui, on a juste quelques mots complémentaires. Le premier, dire le plaisir et la joie d'être aux côtés de François Xavier pour cette campagne. C'est une belle intelligence. C'est un homme qui est devenu une référence au Parlement européen.
il construit et il a présenté, et il vous présente aujourd'hui un projet politique pour l'Europe qui est un projet solide. Et je voudrais juste vous inviter tous, parce que je l'ai fait ce matin, à relire les 2 discours fondateurs d'Emmanuel Macron, que sont les discours de la Sorbonne et du Panthéon. Et vous observerez à quel point c'était un discours qui s'est avéré d'ailleurs globalement un échec absolument complet sur à peu près toute la ligne. Et deuxièmement, vous constaterez à quel point on était dans une espèce de verbiage européiste assez exceptionnel, qui n'a d'ailleurs pas été probablement assez relevé à l'époque. Mais j'en profite pour évoquer, par exemple, les propositions qui ont été les siennes, comme celle de la refondation démocratique de l'Europe à travers des conventions démocratiques européennes, chose qui, bien entendu, a vu le jour, on l'a pu le constater. J'en profite pour vous évoquer l'idée qu'il pourrait y avoir un parlement de la zone euro et un gouvernement de la zone euro, en tant que tel, sui generis. Je vous rappelle que Emmanuel Macron proposait qu'on passe à une commission européenne où les grands États membres n'auraient plus de commissaires européens. Je ne sais pas si tu te souvenais de ça, et il proposait bien entendu que la France soit la première à démontrer qu'il était inutile que nous n'ayons pas de commissaire européen. Bon. Et donc on est très clairement sur des discours qui parlent parfois à l'oreille de nos compatriotes, mais qui au fond n'ont aucun, j'allais presque dire, aucun sérieux. Et je voudrais simplement évoquer un point qui est lié à d'anciennes responsabilités, qui sont les questions de défense. Mesdames et messieurs, ce que raconte Emmanuel Macron sur la défense, c'est désinvolte et grave. C'est grave quand on évoque d'envoyer des troupes européennes. J'en profite en plus pour vous dire que les mots qu'il utilise, ce n'est pas même pas les troupes. Je crois qu'il a utilisé le mot de mec ou de gars. Non, ce sont des forces. Ce sont des femmes et des hommes qui méritent probablement qu'on les qualifie autrement que par ces mots. J'en profite pour dire que, bien entendu, ce qu'attendent les Ukrainiens, je connais très bien l'ambassadeur d'Ukraine en France pour avoir fait un peu de coopération et essayer de les aider. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on livre des armements. Et j'en profite pour vous rappeler que nous faisons partie des plus mauvais élèves de l'Europe. Nous sommes même moins bons que les Australiens. Nous sommes exactement aujourd'hui, de 2022 à 2024, à 0,02% du PIB, quand les Australiens sont à 0,03% du PIB. Et vous imaginez à quel point les Australiens se sont directement concernés dans leur sécurité par la guerre en Ukraine. Quand, par exemple, les Canadiens consacrent 5 fois plus, parce que la seule référentiel, c'est le référentiel du PIB, hein, ce n'est pas les chiffres en valeur absolue, 5 fois plus que la France. Ce dont ont besoin les Ukrainiens, c'est qu'on ne raconte pas n'importe quoi en disant que la France pourrait évoquer l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine pour appuyer les forces ukrainiennes dans leur combat contre les Russes, mais simplement de leur livrer de l'artillerie, du matériel. Et j'aimerais en revanche qu'Emmanuel Macron soit celui qui dénonce, si j'en crois ce que j'ai pu lire dans certains de vos journaux hier, l'utilisation d'armes chimiques par la Russie, que la France prenne l'initiative de saisir l'Organisation internationale de lutte contre les armes chimiques qui est à La Haye, qu'il puisse y avoir des demandes d'inspection, parce que je vous rappelle que depuis 1918, à ma connaissance, il n'a jamais été fait usage d'armes chimiques sur le continent européen. Et que les Russes ont signé ces traités. Et donc, sur ces questions-là, soit il est à contresens, juste la question des troupes. Comment peut-on imaginer appartenir à des alliances comme l'Alliance Atlantique et décider dans le même temps d'être seul ou presque seul contre l'avis de la plupart des Européens à envoyer des soldats en Ukraine? J'en profite pour vous dire que quel genre de force on enverrait en Ukraine pour accompagner les Ukrainiens dans ce combat? Toutes ces questions, le seul fait de les soulever vous permet de comprendre à quel point la réponse et la solidité d'une telle expression est proche de zéro. J'en profite pour vous dire que pour envoyer des troupes et des forces en Ukraine, nous n'avons pas de frontière avec l'Ukraine,
et qu'il faudrait donc passer des espaces aériens et terrestres de pays qui vous diraient qu'eux ne sont pas favorables à l'envoi de force. Et on ne peut pas imaginer qu'étant membre d'organisations, notamment de l'Alliance Atlantique, mais aussi d'accord dans le cadre des traités européens, que la France puisse être en cavalier seul sur une opération de ce genre. Donc, ce dont on a besoin, c'est que la France fournisse les armes dont les Ukrainiens ont besoin, et certainement pas de créer les conditions de divergence et de démontrer la faiblesse du camp européen face à la Russie. J'en profite pour dire qu'il y a des mots qu'Emmanuel Macron utilise en permanence, qui sonnent dans l'esprit des Français parce que ça leur parle, mais qui ne correspondent là aussi à des propositions qui sont fausses. L'armée européenne. Pardon, mais moi qui suis européen, et peut-être plus que tous ceux qui sont autour de moi, au sens de la construction politique de l'Europe, où mon engagement est lié à l'existence d'un président de la République qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, je le dis, s'il y a bien un sujet que je ne confierai jamais aux Européens, c'est ma sécurité ultime. Parce qu'en Europe, l'esprit de démission a toujours régné face à la capacité de porter une Europe qui soit une Europe puissance que tu évoques dans ton document. Pardon de le dire, l'esprit de Munich est souvent plus proche que l'esprit de combat quand on parle de défense et de sécurité en Europe. Et d'ailleurs, la conséquence, c'est que tous les pays européens ont totalement effondré leur budget militaire et que les Américains, pendant des années et des années, j'allais dire des décennies, ont demandé aux Européens de partager le fardeau de la défense et de la sécurité. Mais surtout, vous voyez bien que l'armée européenne en tant que telle correspond à des constructions fédéralistes qui n'existent pas et qui ne sont partagées là par personne. Il existe toute une série d'organisations militaires, d'ores et déjà, le corps européen. Il existe ce qu'on appelle les GT 1500, les battle groups. Il existe toute une série d'organisations qui ont été pensées par des traités qui n'ont jamais été mises en œuvre parce que jamais les Européens n'ont estimé que les conditions étaient réunies pour pouvoir les mettre en œuvre. Et on vous dit, on va porter une défense européenne et même une armée européenne. La défense européenne, oui. L'armée européenne, ça n'a strictement aucun sens. J'invite par ailleurs à ce que vous essayez de comprendre ce que Emmanuel Macron a évoqué en parlant de défense antimissile. Je rappelle que nous avons construit un système qui s'appelle la dissuasion, dont on a estimé que la protection de nos intérêts vitaux nous évitait toute agression, ce qui a toujours amené la France, dans sa stratégie et dans sa doctrine militaire, à s'opposer à l'idée d'une défense antimissile. Bien sûr, il faut des moyens antimissiles de courte portée pour la protection d'espaces, de zones. Mais considérer qu'on pourrait bâtir un bouclier antimissile qui protégerait territoire et population, mesdames et messieurs, ça n'existe pas. Même Israël n'est pas capable de le faire sur un pays, je ne sais combien de dizaines de fois plus petit que l'espace européen. Et donc, cette défense antimissile, dont d'ailleurs le coût serait absolument astronomique alors qu'on n'est déjà même pas capable d'équiper nos forces, au-delà de ça, ce système, c'est toute l'histoire du bouclier et du glaive, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'on peut se protéger en équipant ses forces, en ne préparant pas la guerre. En vérité, il faut d'abord équiper nos forces, les moderniser, rentrer sur les nouveaux champs de sécurité que représente la cyber, que représente la question spatiale, mais certainement pas d'évoquer l'idée qu'une défense antimissile pourrait nous protéger de tout. Ça n'existe pas. Vous n'aurez pas un expert au monde qui vous dira le contraire. En revanche, ce dont on a besoin, c'est ce qu'évoque François Xavier dans son document, c'est la construction de moyens permettant à l'Europe de pouvoir conduire des opérations, c'est-à-dire un état-major de planification et de commandement. Ça, c'est ça la priorité. Ce n'est pas de raconter des histoires sur l'armée européenne. C'est de ne pas être obligé de faire appel à SECURE, c'est-à-dire aux moyens de l'OTAN pour conduire une opération, être en capacité de l'analyser et de la porter. Ce dont on a besoin,
c'est d'une base industrielle et technologique de défense. Ce dont on a besoin, c'est de faire en sorte qu'on puisse compenser et acquérir la souveraineté nécessaire sur un certain nombre de briques technologiques où nous sommes dépendants des Américains pour nos programmes d'armement. Ce dont on a besoin, c'est autant que possible de renforcer un certain nombre de programmes d'armement en les faisant autant que possible ensemble. C'est ça les vrais sujets. Mais ce n'est certainement pas les déclarations fumeuses qu'on a pu avoir depuis plusieurs semaines du chef de l'État sur les questions de défense et de sécurité. Bref, le projet et la proposition politique portée par François Xavier, elle est solide, elle est construite, elle est réalisable, elle est pragmatique, et c'est en cela que nous nous retrouvons pleinement. Nous avons été ensemble lors du précédent mandat au sein du groupe PPE, et notre intention, c'est d'être encore ensemble pour le prochain mandat au sein du groupe PPE pour faire en sorte qu'on puisse défendre des positions solides, courageuses, mais aussi celles qui répondent à de vrais enjeux et non pas à des déclarations qui relèvent pour la plupart de l'utopie dans la mesure où elles ne sont partagées par à peu près aucun autre pays européen. Je prends juste un dernier exemple pour sortir du champ de la défense. Quand Emmanuel Macron, comme je le lisais, évoque la convergence fiscale, est-ce que vous connaissez un seul pays européen qui se dit que la convergence fiscale peut se faire avec la France? Ah ben oui, on va augmenter de 5 ou 6 points le taux des prélèvements obligatoires. Parce qu'on va faire aussi bien que les Français. Non mais, soyons sérieux, il n'y a pas un pays en Europe qui a envie de convergence fiscale avec la France, qui est le pays qui massacre le plus celles et ceux qui bossent tous les jours. Quand on parle de convergence sociale, qui croit que les pays européens vont se dire que les niveaux de prélèvements sociaux, puisque c'est évoqué dans un de ces discours, qui pèsent sur le travail, vont être du même niveau que ceux qui handicapent l'économie française. Donc, mesdames et messieurs, lisez attentivement un discours et un projet solide porté par un candidat dont l'excellence n'est plus à démontrer aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quelles sont vos propositions en matière institutionnelle sur l'architecture de l'Europe? Vous voulez changer le destin de l'Europe, mais est-ce que ça passe par des évolutions institutionnelles? Vous n'en avez pas parlé pendant la conférence. Notre pari à nous, c'est d'abord de prendre les Français au sérieux en parlant d'une Europe qui soit crédible. Je le disais à l'instant, nous avons construit ce programme pour pouvoir le transformer en action. Et aujourd'hui, il est clair qu'il sera très difficile d'avancer vers une réforme des traités dans la mesure où tous les observateurs le voient bien. La situation n'est pas prête pour l'unanimité requise pour une réforme de cette nature. Nous disons simplement deux choses. La première chose, c'est qu'il faut surtout éviter que l'Europe aille aujourd'hui dans la mauvaise direction où voudrait l'engager le président de la République. Nous ne croyons pas un instant que c'est en éloignant encore plus l'Europe des citoyens qu'on la rendra plus capable de retrouver leur confiance. Et nous nous opposons et nous resterons opposés à l'idée de liste transnationale pour l'élection européenne. Cette campagne est pour nous l'occasion d'aller partout dans le pays. Je parle sous le contrôle de nos collègues parlementaires nationaux, d'Annie Genevard. Ce que nous entendons tous les jours sur le terrain, ce n'est pas « l'Europe est trop proche de moi ». Et je rêverais que demain, le candidat qui me représente soit lituanien, portugais ou slovaque. Non, les Français, au contraire, voudraient que l'Europe soit plus proche d'eux. Et nous avons regretté le choix fait par Emmanuel Macron de nationaliser l'élection européenne. Nous ne soutiendrons pas le fait d'aller encore plus loin et de transnationaliser l'élection européenne. J'ajoute que même des États fédéraux comme les États-Unis ne pratiquent pas ce mode d'élection. Donc, c'était dans le discours de la Sorbonne et c'est toujours aujourd'hui une proposition du président de la République. Nous ne souhaitons pas, comme l'ont voulu les macronistes en votant en faveur du rapport Verhofstadt, confier toujours plus de compétences à la Commission européenne. Nous ne souhaitons pas confier une compétence exclusive sur l'environnement à la Commission européenne. Nous ne souhaitons pas confier à la Commission européenne la possibilité de créer des impôts et de créer de la fiscalité à la majorité qualifiée, c'est-à-dire sans même l'accord de nos États. C'est exactement le sens de la décision qu'ont soutenue les députés européens d'Emmanuel Macron.
Nous croyons exactement au contraire que nous devons lancer une révision générale des politiques européennes pour regarder partout où l'Europe a vraiment une valeur ajoutée. Et là où elle n'en a pas, rendre les compétences aux États concernés, ramener l'Europe au principe de subsidiarité qui a fait sa fondation. Nous sommes pro-européens, nous croyons évidemment que l'Europe peut être utile, mais nous croyons que l'Europe, à force de se mêler de ce sur quoi elle n'a pas de véritable levier, finit par perdre son sens au regard des citoyens. Dernier point, le sujet évidemment le plus marquant pour nous, c'est celui de l'amélioration de l'efficacité de l'action européenne. Nous souhaitons imposer une règle simple pour la simplification de l'action européenne, que pour toute norme votée, 2 normes antérieures soient supprimées. C'est la règle portée avec tout le PPE, one in, two out. Pour chaque règle ajoutée, il faut que 2 normes soient supprimées. Parce que nous sommes aujourd'hui devant l'urgent travail de simplification qui attend les politiques européennes. Tout le monde économique, le monde agricole, le monde de l'action publique, celui des fonctionnaires engagés sur le terrain, celui des élus locaux, alertent sur le fait que l'Europe est entrée dans une surréglementation qui asphyxie aujourd'hui l'initiative. Et donc ça, c'est une proposition institutionnelle aussi, en ce sens qu'elle doit contraindre le travail de la Commission européenne. Il faut que la Commission consacre plus d'efforts à faire en sorte que les politiques européennes se développent dans les stratégies collectives dont nous avons besoin, mais moins d'énergie à produire de la norme. Et dans cette fonction législatrice, nous souhaitons diminuer la part de la fonction publique européenne, parce que plus il y a d'administrations chargées de produire de la norme, plus on aboutit aux résultats que nous connaissons aujourd'hui. Voilà quelques pistes toutes simples, mais encore une fois, notre pari, c'est de raisonner à traité constant pour proposer aux citoyens de notre pays une proposition qui soit crédible. Emmanuel Véritable point. J'ai 2 questions pour vous. La première, c'est que vous êtes prévalu du PPE pour dire que vous seriez la première formation au Parlement, la première formation au Conseil. Or, cette formation s'apprête à renouveler la confiance à Ursula von der Leyen, la candidate que vous ne souhaitez pas. Est-ce que vous ne risquez pas d'être piégé à nouveau par vos partenaires? Deuxième question. J'ai bien noté que vous étiez contre le plan de relance et son financement à base d'impôts. Néanmoins, une partie des fonds est déjà engagée. Il va donc bien falloir de toute façon rembourser. Que ferez-vous en termes de ressources propres, pour utiliser le mot bruxellois, pour rembourser au moins en partie? Alors sur le premier point, notre position est claire et constante, elle n'a jamais varié. Nous avons toujours dit, y compris au sein du PPE, avec une grande transparence et une grande loyauté à l'égard de nos partenaires, que nous ne souhaitions pas, et c'était le choix de notre formation politique autour d'Éric Ciotti, c'était le choix de notre délégation au Parlement européen, nous ne souhaitions pas donner un second mandat à Ursula von der Leyen. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette position aura été en réalité très loin d'être marginale, suivie par une grande partie des formations politiques qui constituent le PPE, puisqu'au congrès de Bucarest, sur les 800 délégués des formations politiques qui se retrouvaient pour ce vote, seuls 400 ont choisi de soutenir Ursula von der Leyen pour un nouveau mandat, ce qui est le signe clair qu'il y a aujourd'hui un vrai débat au sein du PPE. Cette question, elle se jouera le 10 juin. À partir du lendemain de l'élection européenne, s'engagera cette question. À partir du résultat de l'élection, si le PPE arrive en tête, ce que je crois et ce que j'espère, il reviendra au PPE de dire qui doit être président de la Commission européenne. Et nous aurons à ce moment-là un débat qui, j'en suis sûr, va traverser notre formation politique. On le voit encore tout récemment, nos amis italiens de Forza Italia ont fait savoir que pour une grande part d'entre eux, ils partageaient la même ligne que nous. Il n'y a pas d'hostilité personnelle. Notre seul message, c'est de dire que l'Europe a besoin d'une alternance. Nous n'avons pas soutenu, le PPE n'a pas soutenu Ursula von der Leyen en 2019. Elle a été investie par le choix d'Emmanuel Macron, qui a refusé que Manfred Weber, qui était notre candidat, devienne président de la Commission européenne. Je crois que ça n'aura pas contribué d'ailleurs à la transparence démocratique dont le président de la République se revendique pourtant. Aujourd'hui, il faut que nous puissions faire en sorte que le choix qui sera fait corresponde à une stratégie claire. Et ma conviction profonde, c'est que ce débat sera ouvert. Il n'est en rien déjà résolu. Voilà, je le dis sans préjuger de ce qui se passera. En tous les cas, une chose est simple, pour tous les électeurs français, ceux qui ne souhaitent pas qu'Ursula von der Leyen soit reconduite ne peuvent trouver d'efficacité dans leur vote qu'en choisissant de conforter notre formation politique. Parce que plus il y aura de députés LR et les centristes au Parlement européen demain,
plus nous aurons de voix au sein du PPE pour dire la nécessité de ce changement et de cette alternance. J'observe qu'il y a autour de nous beaucoup de formations politiques qui critiquent Ursula von der Leyen, mais qui sont réduites et qui demain seront réduites au rôle de commentateur si le PPE gagne cette élection européenne. Nous serons capables d'agir et de faire la décision. Et c'est la raison pour laquelle une alternance ne peut passer que par nous et par le succès de notre liste à l'élection européenne. Sur la question de l'emprunt européen, vous connaissez ma position, nous en avons longuement parlé, donc je n'ai pas changé d'avis, nous n'avons pas changé d'avis. J'observe qu'Emmanuel Macron avait annoncé avec euphorie que ces 40 milliards d'euros venaient abonder, et il l'a redit dans son dernier discours de la Sorbonne, les dépenses publiques déjà excessives, quoi qu'il en pense, de notre État et de notre vie publique. Sans dire qu'en réalité, ces 40 milliards n'étaient pas financés et qu'elles coûteraient in fine plus cher à la France qu'elles ne lui apportaient. Qu'elles coûteraient plus cher à la France qui n'a, comme aucun État européen, n'a jamais eu de problème d'accès au crédit pendant toute la période que nous avons connue après la crise du Covid. Cet emprunt était donc inutile, contre-productif et en réalité le ferment de beaucoup de problèmes qui ne sont toujours pas résolus. Bien sûr, il faudra mettre des moyens européens pour faire face à cet emprunt. Ce sera notamment le cas du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et c'est la raison aussi pour laquelle il faut le compléter le plus rapidement possible. Mais il est absolument évident déjà, et tout le monde le voit, ce serait hypocrite de ne pas le reconnaître, que les États européens seront mis à contribution pour financer le remboursement de ce plan de relance, sauf à couper de manière extrêmement violente dans les politiques structurelles de l'Union européenne. Nous défendrons la politique agricole commune parce que le premier pilier de la PAC, c'est le soutien que nous devons aux agriculteurs. Nous défendons des politiques structurelles fortes pour investir dans les projets d'avenir dont l'Europe a besoin. Je crois qu'aujourd'hui, il faudra que les États qui ont signé pour cet emprunt assument leurs responsabilités en faisant face aussi à la charge de son remboursement. Antonio Rodriguez, vous parlez d'un plan fabriqué en Europe, souverainisme industriel, économique, souverainisme alimentaire, peut-être même énergétique avec votre plan sur le nucléaire, voire militaire, en favorisant les achats d'armement en Europe. Est-ce que le souverainisme, si je puis dire, est votre marque de fabrique pour cette élection ? D'abord, la souveraineté pour nous est nationale. Nous n'avons pas d'ambiguïté sur le fait qu'il faut construire une autonomie stratégique en Europe sur des sujets essentiels, mais ça ne veut en aucun cas signifier que nos pays doivent transférer leur souveraineté à l'échelle européenne. Et nous avons toujours dit nos réticences devant l'expression employée par Emmanuel Macron de souveraineté européenne qui, rappelons-le, aujourd'hui, encore une fois, n'existe pas. Les États restent souverains et ils restent évidemment, in fine, les décideurs dans le travail européen. Le point central pour nous, c'est que l'Europe doit sortir de la naïveté. Et sortir de la naïveté, c'est ce qu'ont fait toutes les puissances mondiales en dehors de l'Union européenne. Nous sommes les derniers à continuer de pratiquer avec une constance touchante les règles de l'OMC. Nous sommes les derniers à croire qu'il faut garder ces marchés ouverts à des puissances économiques qui, eux, ferment les leurs. Nous sommes les derniers à ne pas voir que la Chine, aujourd'hui, a une stratégie de surproduction industrielle dont le but est de dévaster l'industrie européenne et que si nous n'y prenons pas garde, nous allons laisser aujourd'hui se déliter les filières qui nous permettent de garder la maîtrise de production stratégique. Prenez simplement le cas de l'industrie automobile. Au moment où les États-Unis, qui ne sont pas particulièrement un monde antilibéral, décident d'imposer 100% de droits de douane aux véhicules chinois, en tous les cas discutent de cette imposition de 100% de droits de douane aux véhicules chinois, nous offrons des cadeaux à la Chine, puisque les députés macronistes ont voté avec la gauche, avec les Verts, pour imposer 100% de véhicules électriques à partir de 2035, c'est-à-dire pour faire rentrer massivement sur le marché européen les automobiles sur lesquelles la Chine a 10 ans d'avance sur nous. Donc c'est évidemment un cas supplémentaire de cette naïveté européenne. Sortir de la naïveté, c'est évidemment pour nous le défi majeur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas à la liberté. Je l'ai dit, je le répète, la liberté est le maître mot de notre programme. Nous croyons à la liberté d'entreprendre, nous croyons à la liberté des échanges, nous croyons au commerce et à sa fécondité, mais nous pensons que le commerce ne peut avoir de sens que s'il est loyal et que s'il se pratique sur des bases réciproques et qu'il n'y a aucune raison de se laisser dicter les règles du jeu par d'autres puissances mondiales sans réagir à notre tour. C'est le cœur du défi pour garder nos emplois, pour garder notre prospérité, pour retrouver notre prospérité et pour garder la maîtrise de notre destin.
D'abord, je vous prie d'excuser le départ de Déric Ciotti et d'Annie Genevard qui partent aux questions au gouvernement. Et pour 1 minute de silence pour les... D'accord, je ne savais pas, excusez-moi, pour 1 minute de silence pour les 2 agents de la pénitentiaire. Nous défendons dans cette élection non pas tant des mesures de protectionnisme qui sont destinées à échouer que cette sortie de la naïveté qui est absolument nécessaire. Et elle suppose 2 choses simultanées. D'abord, d'être capable de cette réciprocité que j'évoquais à l'instant. Quand les marchés publics chinois sont fermés à nos entreprises, il n'y a aucune raison que nous ouvrions les nôtres aux entreprises chinoises. Ça ne veut pas dire qu'il faille s'enfermer entre 4 murs et se mettre à l'abri de la concurrence mondiale. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, la clé, c'est d'investir dans les filières stratégiques en Europe. C'est la proposition que nous faisons d'un Buy European Act qui, je crois, sera porté largement dans cette élection européenne. Donc on a besoin de défendre cette capacité stratégique dans la politique commerciale de l'Europe. Mais simultanément, et là pour le coup je crois que c'est un message que nous sommes les seuls à porter, on ne pourra pas retrouver des entreprises efficaces et prospères si on ne rend pas à notre tissu économique sa compétitivité. Et je crois qu'aucune préférence nationale ou européenne ne suffira à garder notre prospérité si nous continuons de multiplier les contraintes, la complexité, les contrôles qui pèsent sur nos acteurs économiques, sur nos entreprises, sur nos agriculteurs, sur nos pêcheurs. Nos agriculteurs, nos chefs d'entreprise ne veulent pas que nous nous enfermions entre 4 murs pour décliner confortablement entre nous. Ils veulent que nous leur rendions les moyens de rayonner dans le monde, que nous leur rendions les moyens d'exporter, de produire et de faire en sorte que l'excellence de nos savoir-faire soit reconnue dans le monde entier. Mais pour ça, il faut leur rendre cette compétitivité absolument indispensable. Et c'est là où la France a une responsabilité singulière, parce que son déficit commercial, malheureusement, discrédite beaucoup l'idée qu'elle porte dans le débat européen de cette préférence, parce que préférence européenne ou préférence nationale, cela ne peut fonctionner que si, en réalité, ce n'est pas pour se protéger de nos propres paresses, de notre absence de réforme, de nos propres insuffisances. Et c'est malheureusement, je crois, la situation de la France aujourd'hui, avec 100 milliards d'euros de déficit commercial. Quand l'Europe est excédentaire commercialement, il est quasiment impossible de faire comprendre aux Européens que nous voulions changer les règles du jeu, sinon pour essayer de retarder des réformes qui sont pourtant indispensables à l'économie française et à l'économie européenne. Donc notre méthode à nous, c'est d'abord la liberté. Bon, d'abord, notre débat n'est pas avec la liste de Marion Maréchal. Notre débat, il est avec ce qui constitue aujourd'hui la grande force européenne qui fait le cœur du clivage européen. Le vrai débat de cette élection européenne n'est pas entre M. Macron et Mme Le Pen. Le vrai débat de cette élection, il n'est pas non plus entre nous et Reconquête. Le vrai débat de cette élection, il est entre les socialistes européens et la droite européenne. Parce que les 2 grandes forces politiques qui vont continuer de structurer le débat européen sont celles de M. Glucksmann et la nôtre. Et c'est aujourd'hui, je crois, plutôt à chacune des forces politiques qui se présentent à cette élection de dire de quel côté ils penchent. Je vois assez clairement comment se construit le débat. J'entends Mme Hayet s'engager dans cette élection en disant qu'elle vote 90% avec les socialistes. Et c'est le fait, c'est un fait, c'est le cas. Les députés macronistes auront été la force d'appoint de la gauche sur tous les sujets importants. Et de l'autre côté, le Rassemblement national, lui, aura fait sur tous les sujets la politique de la chaise vide. On n'a pas à se définir par rapport aux autres. Nous sommes la première force européenne, nous le serons demain, et nous présentons aujourd'hui notre projet et notre programme. Si un électeur hésitait entre nos 2 listes, je lui poserai simplement la question. Est-ce que vous préférez être un observateur ou un acteur? Est-ce que vous voulez faire des déclarations ou bien entrer dans l'action? Madame Maréchal a, comme tous ceux qui constituent sa liste d'ailleurs, le point commun d'avoir changé de parti politique, changer de ligne, changer de camp. Nous sommes clairs et constants, cohérents, nous tenons notre ligne. Au sein de la droite européenne, nous savons que nous sommes au bon endroit pour peser, au bon endroit pour compter, et c'est là que se fera la décision pour demain. Est-ce que vous pourriez la même réponse à un électeur qui hésitait entre vous et le Rassemblement national? Vous avez voulu Reconquête, d'ailleurs, pour la
Pour le Rassemblement national, c'est encore plus simple, parce que le Rassemblement national est sortant, à la différence de Reconquête. Donc, mon observation est très simple. Moi, je voudrais dire à tous les Français, évidemment, tout le monde va présenter son projet dans cette élection, c'est normal, hein, c'est très bien. Mais à tous les Français qui hésitent, je veux leur dire une chose très simple. Votez pour qui vous voulez, mais regardez non pas seulement qui dit quoi, mais regardez qui a fait quoi au Parlement européen. Le Rassemblement national, vous savez, j'entends un peu partout dans le pays des gens qui me disent « on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé le milieu, tout le monde nous a déçus, eux, on ne les a pas essayés ». Eh bien, à l'élection européenne, c'est inexact. Les Français ont déjà essayé. En 2019, le Rassemblement national a gagné l'élection européenne. En 2014, déjà, le Rassemblement national a gagné l'élection européenne. Ça fait 10 ans maintenant que les Français font confiance au Rassemblement national et leur confient le plus de parlementaires pour les représenter à Strasbourg et à Bruxelles. Qu'est-ce que ça a changé pour la France? Qu'est-ce que ça a changé pour les Français? Qu'est-ce que ça a changé pour l'Europe? À part se renier sur tous les sujets, je ne vois pas ce que le Rassemblement national a pour bilan au cours des 5 dernières années. Il y a 5 ans, il expliquait que le Brexit était la voie de l'avenir et il célébrait la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne. Aujourd'hui, il dit le contraire. Le Rassemblement national était pour la sortie de l'euro, il dit le contraire aujourd'hui. Il était pour la sortie de l'OTAN, il dit le contraire aujourd'hui. Il a été pour la PAC, puis contre la PAC, puis pour à nouveau. Il a été contre Frontex. Maintenant, il recrute le directeur exécutif de Frontex. Si quelqu'un comprend quoi que ce soit à la ligne du Rassemblement national, je serais heureux d'en savoir plus. Mais au-delà de ces changements de pied sur tous les sujets possibles, le Rassemblement national revient au bout de 10 ans sans avoir rien gagné pour la France et pour les Français, sans avoir gagné aucune bataille et même sans en avoir mené aucune. Certains au Parlement européen, dans d'autres délégations nationales, ironisent sur son absence permanente. Moi, ça ne me fait pas rire, parce qu'une voix confiée au Rassemblement national, c'est une voix perdue pour faire peser la parole de la France et la voix des Français, les intérêts des Français dans les débats européens qui s'engageront demain. Merci encore pour votre présence. Merci infiniment.